Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les passions d'un Hébreu. Non, je ne vous avais pas oublié, nous revoilà après quelques semaines d'interlude. Notre passion cette semaine concerne le discernement. Alors commençons. Puisque nous admettons qu'il appartient à l'éducation de montrer le monde tel qu'il est, il lui appartient aussi de donner les moyens d'éviter que l'élève et l'étudiant, l'individu même, se fassent des idées fausses. Devant toute information de seconde main, il est essentiel de faire preuve de discernement afin de ne pas tirer de conclusions hâtives et sauter dans des généralisations vagues et incertaines. La difficulté est d'autant plus vive que l'arrivée d'Internet a mis à la disposition de chacun d'entre nous une pléthore d'informations qui, si elle est mal maîtrisée, ne peut que plonger l'esprit dans un nuage de méconnaissance. C'est vrai. Ce n'est pas une raison pour autant de disqualifier en bloc Internet comme le font quelques intellectuels et religieux obscurs. Il s'agit désormais d'apprendre à chacun les clés d'un discernement positif pour éviter les écueils de la crédulité facile et de la noyade dans l'information. Il faut souligner la nouveauté de cette situation. Dans le passé, l'argument d'autorité régnait en maître sur des sources qui étaient, somme toute, très limitées. L'accès à l'information demandait une longue préparation et était réservé à une élite cultivée capable de maîtriser un langage technique et savant. Dorénavant, la pression de l'argument d'autorité est plus faible. La facilité des publications, le travail de vulgarisation, les efforts pédagogiques développés depuis des années mettent les avenues du savoir à la portée de tous. Nous disposons donc de moyens formidables. Il est hors de question de les laisser entre les mains des affairistes, du marketing et des manipulateurs de tout poil. Le tout, mes amis, c'est d'être armé pour donner les moyens d'un jugement solide, apprendre à recevoir les faits et à les considérer de manière intelligente. Mais peut-il y avoir une éducation du discernement? Peut-on apprendre à voir plus clair sans risquer, dans cet apprentissage, de tomber dans une sorte de police de la pensée? Il ne faudrait pas qu'en guise de méthode, nous cherchions de manière déguisée à ramener des ouailles au bercail dans nos propres opinions convenues et nos positions bien assurées. La liberté de penser est sacrée. Il est important de ne pas tomber dans une idolâtrie de la raison qui ferait d'elle la gardienne d'une doctrine indiscutable pour l'éternité. Encore une fois, la raison ne peut pas désigner une doctrine. Elle est une faculté qui allie de manière synthétique intellect et intelligence. Un pilote qui vole à une altitude trop basse, excusez du peu de la métaphore, peut avoir par temps nuageux du mal à discerner les formes qui émergent du brouillard. Cette image est plus qu'une analogie. Il y a dans l'invitation à davantage d'entendement un appel à une intelligence du voir. Il s'agit de ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Un esprit confus manque de discernement. Il mélange tout et ne sait plus marquer des distinctions claires. Il faut partir de là. Il est impossible de comprendre ce qu'est le discernement tant que nous n'avons pas pris conscience de notre confusion. Le fait même de cette prise de conscience de notre état revient illico, à mon humble avis, à en sortir, ce qui veut dire justement s'en dégager en faisant preuve de compréhension. Car, plongé dans la confusion, l'esprit est comme perdu et il ne peut s'en dégager qu'en se retrouvant lui-même. Ainsi, voir ma propre confusion est un acte suprêmement positif. Il y a des signes qui ne trompent pas et que nous pouvons tous reconnaître. En tout premier lieu, le surgissement de l'émotionnel. À chaque fois que j'entre dans le champ des réactions émotionnelles, je perds contenance et aussitôt mon esprit est troublé. Non seulement ces dernières jettent le trouble, mais elles provoquent au niveau mental un effet de projection. Ce qui s'ensuit est dès lors mécanique. Je vais projeter sur l'objet mon inquiétude, ma peur, mon envie, ma colère, mon adoration, etc. Mon esprit en devient agité et confus. Je vois ce que je m'attends à voir ou bien ce que je crains de voir. Mes propres surimpression en quelque sorte.
Et bien sûr, adieu la clarté, la distinction. Je perds donc tout discernement. Je ne me retrouverai moi-même qu'une fois revenu au calme. Sous le coup de l'émotionnel, j'avais, comme on dit, perdu la tête, dans le sens où mon intelligence était sur le moment altérée par une sorte de bouffée délirante. Le conseil est d'un cynisme politique achevé, mais le conseil machiavélique, ici, que serait-il? Que chuchoterait à l'oreille un démon qui voudrait nous priver de tout jugement? Si vous voulez détruire le discernement des hommes, bombardez-les en permanence avec de l'émotionnel. Cela les jettera dans le trouble, et si vous le faites de manière constante, vous n'aurez plus qu'un troupeau d'esprits déconcertés, très malléables et faciles à influencer. Prenez les informations à la télévision. Si vous voulez qu'elles produisent de la confusion, semez de la peur, mettez-y le maximum de provocation émotionnelle, d'excitation, de manière à mettre le spectateur dans un état d'agacement et de réactivité. Ne le saisissez pas tranquille, rendez-le susceptible, agité, superficiel. Cela interdira toute possibilité de réflexion et en plus, il pourra se croire bien informé parce qu'il aura hurlé sa colère, son dépit, son enthousiasme naïf, sa vengeance devant l'écran. Si vous lui servez en guise d'information une bouillie de mensonges et des jugements simplistes, il ne s'en rendra même pas compte. Attirons notre attention sur un point trop souvent négligé. Nos pensées apparaissent sur le fond d'un état de conscience et quand celui-ci est coloré par des réactions émotionnelles, toutes les pensées en sont affectées et se ressemblent. Il n'y a aucun sens à évoquer la question du discernement si nous faisons complètement abstraction de l'état de l'esprit pensant. Il faut considérer le contenu logique de la pensée comme étant porté par un flux psychologique, c'est-à-dire de réflexion, de pensée, d'analyse. On aura beau prodiguer à l'infini des conseils logiques, ils ne seront de nul effet face à un esprit agité, désemparé et inquiet, car c'est sur ce terrain-là que prolifère la pensée confuse. Donc tout d'abord, prendre conscience de l'état d'esprit dans lequel nous sommes. État d'esprit, je l'ai dit, je le répète, je le réitère, confus. Et au beau milieu de cette prise de conscience, retrouver ce qui est indispensable à un exercice correct de jugement pondéré. Un espace de quiétude très alerte, et cependant sans excitation. Nous vérifierons alors qu'un esprit serein retrouve de lui-même le chemin du discernement. Ce serait une avancée considérable si nous pouvions, dans l'éducation, aider chaque individu à comprendre en quoi consiste l'émotionnel et comment fonctionne-t-il. Cela fait partie de cette connaissance de soi qui est un appui indispensable pour approcher la vie de manière juste, avec finesse, pertinence et clarté. Une fois qu'une compréhension profonde de l'émotionnel est établie, il devient possible de flotter avec les émotions, sans être complètement emporté par elles. C'est une libération extraordinaire pour l'intelligence, et sur la base de la stabilité du mental que se construit le discernement. Il est parfaitement futile de croire qu'il est possible d'en faire l'économie. Il suffit d'observer ce qui rayonne d'une personne au regard intelligent, capable de s'exprimer avec pertinence. Il y a toujours une présence puissante, large, profonde, une stabilité intérieure, de sorte que la parole ne provient pas d'une simple réactivité superficielle, mais de la position du témoin, de l'observateur impartial. Quand l'intelligence accède à la position de témoin, le discernement devient aigu et la vision gagne en profondeur. Si la parole est frontale, réactive, jetée dans cet émotionnel, l'expression devient très vite tout et n'importe quoi. L'esprit, pour déployer son discernement, a besoin de paix, de calme, de silence. Empêchez l'un des trois, ou bien les trois ensemble, et vous créez des esprits confus chaotiques. Ne dit-on pas du fou qu'il est aliéné? Que veut dire être aliéné? Eh bien, cela veut dire être égaré et ne plus être soi. Et comment voulez-vous, quand vous êtes plongé dans la confusion mentale, quand vous n'êtes plus vous-même, faire preuve de discernement? Bref, pour trouver le discernement, il faut que l'esprit soit lucide et le demeure. C'est dans la lucidité, mes amis, qu'il trouvera la neutralité, l'impartialité nécessaire au discernement.
Vous avez bien compris que notre mot-clé, c'est le discernement. Toutefois, nous avons vu que la lucidité enveloppe aussi une sensibilité, mais qui n'est pas la réactivité émotionnelle ni la froideur intellectuelle distante et indifférente. Il ne faut pas confondre l'émotionnel réactif, la contention de l'isolement et le sentiment de ce qui est. La lucidité est une passion sans motif qui n'est dérivée vers aucun objet. S'il n'y avait pas ce feu de l'intelligence, il n'y aurait pas de pouvoir de discernement. L'intelligence apporte la lumière, l'intellect apporte son sens de la distinction, et l'un et l'autre concourent pour démêler la confusion. Nous avons vu l'origine du mot critique, dans le grec kritikein, qui veut dire discriminer, distinguer. Notons que le terme de discernement est resté proche du grec, tandis que le mot critique a lui été dénaturé. Le discernement est le travail de discrimination, l'action de mettre à part ce qui est mélangé à tort, séparer, livré du grain. Nous savons en effet que dès que l'ego entre dans l'arène des passions, c'en est fini du pouvoir de discernement. L'attachement égocentrique est la racine d'une prise de position dans l'opinion que l'ego refuse de lâcher, car il y presse sa mise en cause personnelle, ce qui nous dévoile un mécanisme ici par lequel l'ego peut maintenir avec obstination la confusion, refuser de se départir de son point de vue, quand bien même il serait vague, limité ou carrément irrationnel. Un esprit borné manque de discernement, et un attachement excessif à une prise de position rend l'esprit obtus, petit, mesquin. C'est à partir de là que l'échange bascule d'ordinaire dans le paradigme raison-tort. Et la guerre commence, car pour l'ego, c'est une question de survie. Moi, j'ai raison, l'autre a tort. À moi, la vérité conquérante, à l'autre, l'erreur funeste et indigne. Et bien évidemment, l'autre en question tient exactement le même discours. C'est une situation burlesque, absurde. Aucun des deux n'est intelligent, aucun ne fait preuve de discernement, car pour cela, il faudrait se détacher de tout parti pris strictement personnel, reconnaître la complexité de ce qui est en tant que tel à partir d'un plan de conscience impersonnel. En bref, plus je mets de l'ego dans ma manière de voir, et plus j'y introduis de manière furtive une dose certaine d'aveuglement. Moins je mets de l'ego dans ma vision, et plus il y a une ouverture impersonnelle et une aptitude au discernement. Je terminerai par une remarque. Il est impératif de prendre conscience de notre implication émotionnelle dans nos opinions, nos prises de position, nos croyances. Un attachement excessif, une complète identification, prélude invariablement à un manque. Il nous faut y penser. En tout cas, voilà cette passion qui m'a animé aujourd'hui, et je vous donne rendez-vous à celle de la semaine prochaine. Shalom, shalom.